bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va plonger dans les idées d'un penseur assez fascinant, Nassim Nicolas Taleb. Oui, et on va le faire à travers son essai Le hasard sauvage. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout un manuel de statistiques, hein. Non, c'est presque le carnet de bord d'un praticien, un homme qui a passé sa carrière sur les marchés financiers. À essayer de ne pas être la dupe du hasard. C'est ça. Voilà. Et sa grande question, c'est de comprendre comment on en arrive à confondre en permanence la chance et la compétence Et il a vu ça de près, j'imagine. Il a vu des fortunes se construire, et se défaire. sur des coups de dés littéralement. Et il a surtout vu les survivants se raconter des histoires de génie, alors qu'en fait, C'était de la chance. en grande partie. Son livre, c'est une sorte de mise en garde contre nos propres illusions, quoi. Pour nous faire comprendre ça, il commence pas par la théorie. Il commence par une histoire, une sorte de fable moderne. Oui, qui oppose deux traders. En plus, ils sont voisins. Ah oui, alors d'un côté, on a un certain Nero Tulip. Nero, c'est l'anti-héros des marchés. Il n'est pas là pour briller, il est prudent, presque paranoïaque. Son obsession, c'est quoi? La survie. Il veut éviter à tout prix ce que les traders appellent le blow-up. L'explosion en vol. C'est ça, la perte qui te raide la carte. Et pour ça, il accepte de petites pertes, jour après jour. C'est son assurance contre la catastrophe. Donc sa performance n'a rien de très spectaculaire. Pas du tout. Et juste à côté, il y a son voisin, John. Et lui, c'est le stéréotype du trader qui réussit. Ah oui, la voiture de sport, la grande maison. Il est dans ce qu'on appelle le high yield, le haut rendement. Et sa stratégie, elle en jette. Pourquoi? Parce qu'elle produit des gains constants, réguliers. Pendant des années, tout le monde le voit comme un génie. Mais Taleb a une métaphore incroyable pour ça. Laquelle? Il dit que c'est comme faire une sieste sur une voie ferrée. Ah, c'est parlant. Tant que le train ne passe pas, c'est super confortable. Le problème, C'est que le train finit toujours par passer. et il est passé. Été 1998, en quelques jours à peine, l'événement rare, l'imprévu total, se produit. Et John perd tout. Tout, et même plus. Sa carrière est pulvérisée. Et Nero, le prudent, l'ennuyeux Nero, Il est toujours là. Il a survécu. et c'est là que Taleb amène son concept clé. John, c'est ce qu'il appelle le lucky fool. L'imbécile chanceux. Exactement. C'est cette personne qui surfe une vague de chance incroyable, mais qui est la première à croire que c'est grâce à son talent. Et le pire, c'est que la biologie l'aide à y croire. Comment ça, la biologie l'aide? Eh bien, Taleb explique que le succès, même s'il est purement aléatoire, ça déclenche une libération de sérotonine dans notre cerveau. L'hormone de la confiance. Voilà. Le trader qui gagne, même par hasard, il va se tenir plus droit, parler avec plus d'assurance. Et tout le monde, lui y compris, va interpréter ça comme la preuve de sa compétence. Notre corps, en fait, ne sait pas faire la différence entre un coup de peau et un succès mérité. C'est un cercle vertueux qui l'enferme dans son illusion de génie. Jusqu'au jour où la réalité... Frappe à la porte. Le fond du problème, si je comprends bien, c'est qu'on a jugé la performance de John uniquement sur ses résultats passés, sans voir le risque. Le risque gigantesque et invisible qu'il portait. Et la question, c'est comment on évalue ce qu'on ne voit pas? Ces histoires alternatives qui auraient pu se produire. Pour ça, Taleb a une expérience de pensée qui est assez radicale. L'analogie de la roulette russe. D'accord. Imagine, on t'offre 10 millions de dollars. La seule condition, c'est d'appuyer une fois sur la détente d'un revolver à 6 coups. Il n'y a qu'une seule balle dedans. 5 chances sur 6 de devenir riche. Une chance sur 6 de mourir. Voilà. Maintenant, imagine quelqu'un qui accepte. Il tire, Et il survit. il empoche les 10 millions. Les journaux vont parler de son audace, de son risque calculé. On va l'admirer, c'est certain, mais ce qu'on oublie, c'est que dans 5 des 6 mondes possibles, cette personne est morte. Le résultat qu'on observe Le survivant millionnaire cache complètement la folie du processus. de ce résultat. Et cette illusion, elle est partout, amplifiée par ce qu'on appelle le biais du survivant. Oui, on construit notre vision du succès en ne regardant que les gagnants. Taleb prend l'exemple des millionnaires de Park Avenue. On lit leur biographie, On analyse leurs secrets, mais on ne voit jamais le cimetière silencieux des milliers d'autres qui ont pris les mêmes risques et qui ont tout perdu. L'échantillon est complètement faussé, quoi. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de cette distorsion? Il propose une autre expérience de pensée pour ça qui est vraiment frappante. Imagine 10 000 gérants de fonds. On part du principe qu'ils n'ont aucun talent. C'est pile ou face. D'accord. Chaque année, 50% de chances de gagner, 50% de chances de perdre. Si tu perds une seule fois, t'es viré. Ok, un jeu d'élimination. Voilà. Après la première année, il en reste 5 000. La deuxième, 2 500.
On continue. Au bout de 5 ans, il en reste combien, à ton avis? Je sais pas, moins de 500 peut-être? Il en reste environ 313. Ah, quand même. Et ces 313 personnes, elles ont un bilan parfait, 5 années de gains d'affilée, uniquement par chance. Et dans le monde réel? Ces 313 personnes seront en couverture des magazines. On va les appeler des génies. On va analyser leur routine matinale, leur style de leadership. Et personne ne parlera jamais des 9687 autres qui ont disparu. C'est terrifiant. On prend un artefact statistique pour une preuve de talent. Mais pourquoi on tombe dans le panneau à chaque fois? Notre cerveau est si mal équipé pour ça. C'est un peu ça. Taleb s'appuie beaucoup sur les travaux de psychologues comme Daniel Kahneman et Amos Tversky. Ah oui, les biais cognitifs. Exactement. Pour évaluer le risque, notre cerveau n'utilise pas la logique froide. Il utilise des raccourcis de pensée, des heuristiques. C'est plus rapide. Beaucoup plus rapide pour survivre au quotidien, mais ça nous conduit à des erreurs de jugement systématiques. Comme le fait que notre bonheur dépende non pas de notre situation absolue, mais des variations récentes. C'est le biais d'ancrage. Notre cerveau évalue tout de manière relative. L'exemple de John, le trader, est parfait. Il était sûrement plus heureux le jour où sa fortune est passée de 0 à 500 000 $ que le jour où il lui restait 1 million après en avoir eu 16. Bien sûr. La chute depuis le sommet est psychologiquement bien plus douloureuse que la possession d'1 million n'est agréable. Et c'est cette même logique qui nous rend accro à l'info en continu. Regardez les cours de la bourse toutes les 5 minutes. Et Taleb nous dit que c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Il prend l'exemple d'un investisseur. S'il regarde son portefeuille chaque minute, il va voir des micro-fluctuations, du rouge, du vert, c'est du bruit. Et comme on sait que la douleur d'une perte est plus forte que le plaisir d'un gain, Le bilan émotionnel à la fin de la journée sera négatif. C'est épuisant. alors que s'il regarde une fois par an, Il a beaucoup plus de chances de voir le signal, la tendance de fond, et de vivre une expérience positive. Le message, c'est « arrêtez de vous noyer dans le bruit le silence est plus informatif, en quelque sorte. La plupart des breaking news, en fait, c'est du vent. ». D'accord, le constat est assez sombre, le monde est aléatoire, notre cerveau est mal câblé pour y faire face. Quelle est la solution? On est condamné? Pas tout à fait. Pour Taleb, la pire erreur, ce serait d'essayer de combattre nos émotions avec la raison pure. C'est un combat perdu d'avance. Voilà, il faut être plus malin, utiliser des ruses contre soi-même, un peu comme Ulysse qui s'attache au mât de son navire pour résister aux sirènes. Ah, il a un exemple personnel que je trouve génial. Ah oui? Pour se protéger de l'influence des commentateurs financiers à la télé, il les regarde en coupant le son. Ah, c'est pas mal. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, privés de leurs paroles graves, de leur ton sur deux, on ne voit plus que des gens qui gesticulent, qui froncent les sourcils, et ça devient presque comique. Leur pouvoir de persuasion s'effondre. C'est une astuce simple pour briser le sortilège. Au-delà des astuces, il y a une posture philosophique plus profonde qu'il défend. Le stoïcisme. Mais pas le stoïcisme au sens de serrer les dents sans rien dire. Non, pour lui, c'est une philosophie de l'action. C'est la capacité à séparer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Le résultat final, la victoire, la richesse, ça dépend en grande partie du hasard. Mais nos actions, nos décisions, notre comportement face à l'échec, ça dépend de nous. La dignité, elle est dans la qualité de nos actes, pas dans la fortune de leurs résultats. C'est un peu comme les héros de l'Iliade. Ils sont jugés sur leur bravoure, pas sur le fait qu'ils gagnent ou perdent. Ça, c'est le caprice des dieux. C'est précisément cette idée. La vraie robustesse, c'est pas de ne jamais échouer, c'est d'agir avec grâce et courage, que le sort soit avec nous ou contre nous. Donc l'essentiel du message, c'est de construire des défenses, une philosophie pour se protéger de la volatilité du monde. Oui, mais... Et c'est là que c'est fort, il termine avec une pirouette assez provocatrice. C'est-à-dire? Il nous demande si le hasard est vraiment toujours notre ennemi. Et si, dans certains cas, un peu d'incertitude pouvait être une bonne chose? Ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire. Il prend l'exemple philosophique de l'âne de Buridan. Cet âne, il est placé à égale distance de 2 bottes de foin identiques. Et comme il ne peut pas choisir rationnellement la meilleure, il meurt de faim. Exactement. Paralysé par l'optimisation. Qu'est-ce qui pourrait le sauver? Un simple coup de vent? Un événement aléatoire qui le pousserait vers une des 2 bottes? Le hasard peut nous libérer de la paralysie. C'est une belle image. Et il a un exemple plus moderne, l'horaire de train du banlieusard. Si ton train part tous les jours à 8h17 pile, ta vie devient une course hyper stressante. Le moindre retard d'1 minute et c'est la panique. Maintenant, imagine qu'on te dise que le train passe environ toutes les 10 minutes.
Cette petite dose de hasard, ça te force à être plus détendu, à arriver un peu en avance, à lire un livre. Et paradoxalement, ça peut rendre la vie plus agréable. Ce qui nous amène à la question qui nous laisse, en fait. Et si notre quête effrénée pour tout optimiser, tout prévoir, n'était pas seulement vouée à l'échec, mais peut-être même pas souhaitable? Et si accepter une petite part de hasard dans nos vies était la clé d'une existence non seulement plus robuste, mais aussi plus riche? C'est une excellente question à emporter avec soi.